Alors, écoutez, d'abord, merci de l'invitation pour une courte réflexion sur la coopération au 21e siècle, avec des enjeux, évidemment, qui sont aussi historiques, qui sont sociologiques et qui seront aussi philosophiques. Aujourd'hui, je me sens très, très privilégié parce que, c'est en présentiel, hein, on s'y habitue peu à peu, tranquillement. Et ça fait suite, je vous dirais, dans le cas qui m'occupe, à plusieurs rencontres que j'ai eues avec Desjardins au fil du temps, principalement avec les caisses de la région de l'Estrie il y a 7-8 ans, et aussi à donner des conférences et des ateliers d'éducation à différents niveaux du mouvement coopératif. Alors, ça vient aujourd'hui, je dirais, rajouter un élément que je trouve important, qui est celui de rencontrer des présidents et des présidentes, vice-présidentes de caisse. Alors donc, dans le petit temps qui m'est imparti cet après-midi avec vous, je ne nous amènerai pas vers des chiffres, des statistiques ou des trucs comme ça. Je nous amène plus dans le monde des idées, dans le monde de la réflexion, pour être capable de mieux comprendre l'impact de la coopération au 21e siècle. Vous avez aujourd'hui des scientifiques, des chercheurs dans le monde de la coopération, principalement en Europe, qui commencent tranquillement à dire la coopération, comme on la connaît d'une façon organisée d'un point de vue entrepreneurial, elle existe depuis plus ou moins 200 ans. Mais c'est comme si elle avait été préparée pour répondre aux défis du 21e siècle. C'est comme si elle était en préparation à. Et quand on regarde les grandes instances internationales, que ce soit le Bureau international du travail ou l'ONU d'une façon encore plus spécifique dans ces différentes instances, le mot coopération depuis 2 ans revient continuellement. À un point tel que le secrétaire général, l'automne dernier, à la COP 27, disait « S'il n'y a pas de coopération dans les prochains temps, comment allons-nous nous en sortir avec les multiples crises, les multicrises que nous vivons? » Alors donc, je nous amène, en regardant un peu dans le passé, à regarder d'une façon encore plus particulière l'avenir. L'avenir de la coopération, l'avenir des coopératives et surtout l'objet qu'elles ont développé au fil du temps pour donner le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Résultat, ceci étant dit, particulièrement méconnu des gens. J'ai travaillé plusieurs années à l'Université de Sherbrooke et la grande majorité des étudiants qui sortaient d'un bac, même ayant fait des stages, ne connaissaient pas ou connaissent peu le mouvement coopératif au Québec, quand il est un des mouvements qui a construit le Québec dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors donc, il y a du travail à faire, d'où la petite présentation qui s'intitule « La coopération, une question de sens ». Peut-on faire sens à la coopération au 21e siècle, dans le monde contemporain dans lequel nous sommes? Une question de valeur, fondamentalement, et une question d'éducation, et vous allez voir un petit peu pourquoi. Alors donc, l'objectif, ou les objectifs, le premier, poser un regard sur la place de la coopération vue comme un paradigme. Alors, on va définir un peu ce terme-là qu'on entend beaucoup parler. Hein? Changement de paradigme, on est dans un changement de paradigme actuellement. Il faudrait voir pour d'autres alternatives, etc. Alors donc, un paradigme original, et si la coopération en était un, dans un univers social et entrepreneurial qui est actuellement en grande quête de sens. Reconnaître que le mouvement coopératif, dont vous êtes les fiers représentants, très contemporain dans sa façon d'être et dans sa façon de faire, mais méconnu, est un héritier des grands bouleversements démocratiques du 18e siècle. Et, finalement, dernier objectif, posons un premier regard sur l'état, saisir le lien toujours très actuel et toujours actualisé aussi, entre l'éthique coopérative, c'est-à-dire les valeurs, et l'éducation à la coopération compris comme principe. Alors, c'est les 3 points sur lesquels je nous amène à réfléchir un petit peu dans les prochaines minutes. En guise d'introduction, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, je n'ai pas besoin de vous dire un peu comment
vole l'état du monde. Je pense que nous sommes tous et toutes en mesure de regarder un peu le monde dans lequel nous sommes actuellement et de comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas d'une façon assez particulière. Alors, on pourra peut-être me rétorquer en disant « Ouais, mais ça a toujours été ». Oui, mais disons que la concentration actuellement des défis, elle est particulièrement élevée actuellement, à un point tel où vous avez des gens qui ne savent absolument plus vers qui regarder. Alors, la coopérative, les coopératives, le mouvement coopératif, que ce soit au Québec, canadien ou international, n'y échappe pas, vit exactement les mêmes problématiques. Alors donc, on va poser un premier regard sur l'état actuel des choses et les nombreux défis auxquels nous faisons face, et je vais le faire très rapidement parce que si vous suivez l'actualité, je ne vous apprendrai pas grand-chose aujourd'hui. Monde en crise, monde en mutation. Alors, vous en avez, hein? Actuellement, on trouve que la situation un peu partout sur la planète, on la qualifie de multicrise, de plus en plus. Alors, changement climatique, pandémie, injustice, économie mondiale fragilisée, etc., 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 etc. Alors, on est donc devant une espèce de situation qui nous questionne grandement et qui a aussi l'inconvénient, appelons-le comme ça, d'être interrelié avec tous les problèmes un peu partout sur la planète. Les crises que nous avons eues précédemment étaient relativement régionalisées, localisées, parce qu'elles se vivaient sur un territoire particulier. Aujourd'hui, à partir des années 90, tout s'est mondialisé d'une façon accélérée à un point tel où ce qui se passe dans une certaine région du monde a un impact sur nous d'une façon toute particulière. L'exemple de l'Ukraine est assez révélateur en ce sens. En même temps qu'on vit ce genre de crise-là, de multicrise-là, on entend un peu partout, des fois des petites îles, des fois des individus, des fois des petits groupes, d'autres fois un petit peu plus grands, où vous avez des gens qui tentent de proposer une façon différente de voir le monde, qui nous appellent, d'une certaine façon, à regarder notre façon d'être, notre façon de faire, pour être en mesure de proposer quelque chose de différent, de proposer quelque chose à la société civile qui est un peu en attente, et plus on attend, et plus on commence à être un petit peu désespéré. Alors donc, il y a comme un cadre éthique différent qui émerge à gauche et à droite, par toutes sortes d'actions qui nous invitent, ni plus ni moins, à reconnaître que le développement qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est pas nécessairement un développement très, très durable et n'est surtout pas un développement très, très équitable. Alors donc, une grande question se pose. Pouvons-nous transformer nos paradigmes sociaux? Pouvons-nous être des acteurs de changement? Individuellement, on va dire, ben non. Regardez tout ce qui se passe, c'est impossible. Malgré les très bonnes idées que je peux avoir. Ceci étant dit, comme groupe, comme façon de faire d'un groupe qui s'affirme, qui se définit, qui est capable de faire émerger ses propres valeurs, là, il y a beaucoup d'espoir. Pouvons-nous, donc, transformer nos paradigmes sociaux? Pouvons-nous être des acteurs de changement? Pouvons-nous proposer à la société civile des alternatives qui construisent l'humain et qui construisent les collectivités? Ceci m'amène à définir avec vous un concept. Si vous lisez l'actualité, vous allez sûrement voir ce mot-là apparaître, on le voit quand même pas mal, hein? Où on nous dit, il faudrait changer nos paradigmes, il faudrait changer un peu notre vision des choses. Bref, on va essayer ensemble, prendre quelques instants pour définir ce terme-là, pour être capable de mieux l'accoler d'une certaine façon à la question de la coopération. Alors, la définition d'un paradigme social. On pourrait dire qu'un paradigme social, c'est avant tout un modèle rationnel. Il y a des idées en arrière de ça, là, qui propose une vision cohérente, il faut que ça se tienne, une vision cohérente du monde autour de 3 piliers fondamentaux. Et je vais vous donner des exemples tantôt. Peu importe le paradigme auquel on adhère, et nous adhérons tous à des paradigmes quels qu'ils soient,
Tous les paradigmes, quels qu'ils soient, reposent toujours sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, tout paradigme, quel qu'il soit, nous donne toujours une définition de l'être humain. Une conception particulière de l'être humain. Deuxième pilier qui va avec, tout paradigme, quel qu'il soit, avec la conception particulière de l'être humain qui nous est donnée, il nous propose ou nous impose des valeurs particulières. Et le troisième point, très important, il faut que ça soit concret. Sinon, c'est une idéologie, sinon, c'est du fantasme, sinon, ça peut être même de l'ordre de la fiction. Parler donc d'un paradigme, c'est de parler d'une vision de l'être humain, c'est de parler de valeurs fondamentales qui le guident, et c'est aussi être capable de pouvoir mettre ça concrètement dans la vie de tous les jours. Donc, c'est une vision spécifique de l'être humain et du monde. On pourrait dire donc, en gros, qu'un paradigme, c'est une représentation du monde. Une représentation du monde qui est implicitement acceptée, mais qui conditionne nos perceptions, qui conditionne nos visions, qui conditionne nos pensées et qui conditionne nos agirs. Un des grands acteurs qui va faire la promotion d'un paradigme dominant dans une société, c'est son système d'éducation. Parce qu'il est dominant, là, on va se servir de l'éducation pour en faire la promotion. On pourrait dire aussi que c'est une manière concrète d'interpréter la réalité. Finalement, on pourrait dire qu'un paradigme social, c'est un système de croyance. C'est un pré-pensé. On fait les choses comme ça, mais on ne sait plus pourquoi. On sait comment, mais on ne sait plus pourquoi. Alors donc, c'est un système de croyance sur lequel repose le bon fonctionnement d'une société et d'une organisation, jusqu'à temps qu'arrive quelque chose qui ne fonctionne plus. Jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui disent « Wow, ça ne marche plus. Cette façon de fonctionner ne fonctionne plus. » Alors, quand on arrive dans des situations comme celle-là, il y a donc, à quelque part, tranquillement, un changement de paradigme qui s'annonce. Un paradigme peut être réducteur d'humanité. Vous avez des systèmes qui réduisent l'être humain au lieu de le faire grandir. Je pourrais vous donner un exemple bien simple, à la limite, pas exagéré, mais qui illustre quand même assez bien le truc. Un des systèmes du 20e siècle qui a fait un ravage terrible à l'humanité, qu'on a appelé le nazisme, définissait d'une façon très réductrice l'être humain. Est humain ce qui est à rien. Si vous n'êtes pas à rien, c'est un peu caricatural, mais ça a provoqué toute la misère qu'on a connue au 20e siècle, principalement en Europe. Et nous autres, on en a aussi, des paradigmes très réducteurs. On pourrait faire, c'est facile d'aller dans l'histoire, là, mais regardons aussi un peu dans nos sociétés. Et il y a on a des façons de définir certains groupes d'humains qui, parfois, ont une tendance à être très réductrices. Au même titre, on pourrait dire, y a-t-il des entreprises à caractère réductrice, à caractère réducteur? Probablement des entreprises qui réduisent l'être humain à un moyen. Un paradigme peut aussi, cependant, être très civilisateur. Ça dépend de la définition qu'on y donne. Il peut être alternatif, il peut être dominant dans une société, mais il y a une chose qui est continuelle, c'est qu'un paradigme, c'est une réalité très dynamique qui change continuellement dans le temps. Aucun paradigme n'a été éternel. Il y en a qui ont duré longtemps. Mais il arrive toujours une cassure, une brisure, une fêlure. Et là, on n'a pas le choix. Si on regardait par là, on est fortement invité à regarder par là. Sinon, c'est le chaos. Sinon, c'est la destruction des choses. Alors donc, c'est très dynamique dans le temps. Dans une société démocratique, on pourrait l'illustrer un peu de la façon suivante.
Il y a toujours un paradigme qui reste dominant dans une société et il est important qu'il le soit. Il faut qu'il soit dominant parce que c'est lui qui gère ni plus ni moins la société dans laquelle on est. Mais un paradigme dominant dans un cadre démocratique doit accepter des alternatives tout autour. Et ces alternatives-là, elles ont le devoir de se définir tout autant pour être capable de créer des pressions sur le dominant pour que le dominant puisse changer certaines choses. Un exemple très simple, le développement durable. Le développement durable, c'est un paradigme qui nous a été proposé dans les années 80 et qui a créé, entre autres chez nous au Québec, qui a créé des pressions très, très fortes sur le dominant. À un point tel aujourd'hui où on a des ministères, où on a une éducation qui s'en va vers ça, où on a une réflexion importante qui s'en va vers ça. Alors, dans un monde démocratique, un dominant a nécessairement à gérer la vie dans laquelle on est avec les alternatives qui sont autour. Si un dominant, pour toutes sortes de raisons, devient trop dominant, il va s'organiser pour que les alternatives autour disparaissent de la vue. Des fois, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, j'ai l'impression que la coopération, ça ressemble à ça. Elle est là, très forte, mais on ne la voit pas trop. Fait que ça donne un beau jeu à une autre façon de voir le monde. Le pire du pire, c'est évidemment celui-là. Ça, je ne vous cache rien. Hein? Heureusement, il en reste pas beaucoup de ces pays-là. Mais il y en a d'autres qui ont l'air à vouloir revenir. Hein? On est un peu là-dedans. Pour l'illustrer d'une façon assez simple, je nous amène chez nous. Hein? C'est facile d'aller regarder ailleurs, mais on va se regarder nous autres aussi. À partir de 1760, on a perdu. Hein? On l'a perdu à Québec, celle-là. On l'a perdu, celle-là, à Québec, ça a l'air. Hein? 1760, on l'a perdu. 1760, de 1760 à 1960 au Québec, le grand paradigme dominant, c'était le paradigme religieux catholique. Nous étions qui, nous, définis comment? Comme étant des Canadiens français catholiques pratiquants. Les grandes valeurs de la société étaient les valeurs religieuses. Et on a incarné ça dans toutes sortes d'organisations. Le centre d'un hôpital, c'était la chapelle. Les grandes bâtisses, c'était des grands séminaires et non des écoles de gestion. La fierté d'une famille, c'était d'avoir un curé ou une religieuse. Ici, j'attire votre attention sur ceci. Les premières coopératives, dont les vôtres, pour la plupart, sont nées là-dedans, par l'aide d'un curé progressiste. Combien de coops agricoles sont nées dans le sous-sol d'une église? Et avec Alphonse Desjardins, le centre de la coopérative, pour le retrouver, il fallait regarder le clocher. Vous aviez des grosses chances en rentrant dans le village, en regardant le clocher, la caisse était là, qui portait le nom de la paroisse. Combien ont été ici, je dirais, fortement influencés? Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont permis au mouvement coopératif de se développer par le religieux. Pour une raison relativement simple, c'est que plusieurs valeurs du religieux correspondaient aussi aux valeurs de la coopération. Arrive 1960, préparé depuis au moins une dizaine d'années, peut-être une quinzaine, un changement de paradigme particulièrement virulent chez nous. Et ça s'est fait dans l'historique sur à peu près un 30 sous. On est passé d'une définition religieuse de l'être humain, un Canadien français catholique pratiquant, à des Québécois et des Québécoises. Les valeurs n'étaient plus religieuses, elles devenaient démocratiques. On a eu notre Révolution française à la nôtre. L'aspect des valeurs sociales a pris une ampleur tout à fait extraordinaire au Québec. Et la grande finalité du projet, ce n'était plus de gagner son ciel, mais c'était ensemble de bâtir un pays. Amenez-en des barrages. Amenez-en des cégeps, amenez-en des autoroutes,
Amenez-en. On est capable d'en prendre. On va être maître chez nous. Wow! Wow! Wow. Hey, là, on ne regarde pas à la même place. Là. Alors, les gens qui se retrouvaient ici, là, il y a eu des chocs importants. Dans cette social-démocratie-là, on a construit le Québec dans lequel on est. Alors, si le centre des écoles à l'époque, c'était la chapelle, là, c'était maintenant la place publique. Il faut débattre, il faut en parler. Et on s'est donné les outils, Hydro-Québec, la caisse de dépôt, on s'est donné, etc., pour bâtir en lien avec notre nouvelle façon de se concevoir. Le mouvement coopératif, dans ces années-là, a explosé dans le bon sens du terme. Pour une raison très simple, c'est que les valeurs de la social-démocratie sont à peu près les valeurs de la coopération. Ça s'enseignait dans les universités. On en parlait. La coopération faisait partie, ni plus ni moins, d'une stratégie nationale. Desjardins a explosé là, dans cette période-là. Et les coops agricoles aussi, et tout le mouvement coopératif en général. 1990, grosso modo. À partir de 1990, est arrivé un autre paradigme, mais ce paradigme-là a eu, je dirais, un peu la qualité, je mets le mot entre guillemets, pour une des premières fois dans l'histoire de l'humanité, on s'est retrouvé avec un paradigme à peu près mondialisé, qui est le paradigme économiste, néolibéral. Bon, on peut y donner différents titres. Mais il y a eu, à partir des années 90, un mouvement, entre autres, dû à la chute du mur de Berlin et l'URSS qui tombait complètement à plat. Ben, ça a ouvert le champ à l'idéologie, je dirais, économiste d'aller partout sur la planète. Au Québec, je pense qu'on est encore beaucoup dans la social-démocratie, mais c'est un univers qui nous influence d'une façon toute particulière. Alors aujourd'hui, on est dans une logique où on se définit en fonction de l'avoir. Nous sommes si nous avons. Si nous n'avons pas, t'as pas de secondaire 5? T'as pas? Et on financiarise tout et on marchandise tout au prix d'humains qui, dans d'autres circonstances, sur d'autres continents, nous aident à passer ni plus ni moins au travers de nos propres crises. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui disent, ben là, on est peut-être sur le 3e point. Que sera le prochain? Parce qu'il va, je vous le dis tout de suite, il va en avoir un. Que sera le prochain? Il y en a qui commencent à dire, et la coopération là-dedans. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Il n'a jamais été d'un coop officiellement. You! Coopérative, où êtes-vous? You! Hey, oh, ça brasse, là! Ouh! Alors, la marche du monde, pour l'instant, elle est encore marquée, hein, pour l'instant, parce que ça, c'est en train de changer aussi, probablement, on le souhaite probablement, est une vision qui définit principalement l'être humain pour l'instant comme un individu rationnel voué à répondre à ses propres intérêts. La vision individualiste, elle est extrêmement forte encore dans le monde dans lequel nous sommes. Valorisation du capital comme finalité. Ça va à l'encontre de Desjardins. Mais l'idéologie actuelle, le paradigme actuel pour l'instant, valorise le capital comme finalité. Hein? Valorisation d'une surproduction. On le voit avec le linge actuellement. La surconsommation. Finalité de croissance économique à court terme par la surexploitation des ressources humaines, des ressources matérielles. Et finalement, un développement qui est marqué pour l'instant avec beaucoup d'inégalités, d'inéquité, non-solidarité, avec des crises récurrentes. Et là, on se retrouve dans un multi-crise. La coopération là-dedans.
Bon, parle-en donc, André, un petit peu de la coopération. La coopération. La coopération, moi, quand j'étais à l'université et que je parlais de ça avec mes collègues savants, assez souvent, ils me disaient, dans les corridors, comme ça, d'une façon informelle, « Ah, grosse coop. Québec, c'est plus des coops. » De toute façon, c'est un peu bancal, ça, cette histoire-là. Un petit coup. C'est folklorique, hein? C'est assez folklorique, hein, cette patente-là. Ah, OK. On va essayer de comprendre que la coopération, ça a des racines qui sont pas mal plus transcendantales qu'on peut le penser. Puis quand on prend conscience un peu de la patente, on se dit « Oh boy, t'as un petit peu là. T'as un petit peu là. » Alors, la coopération, les fondements de la coopération, c'est de parler, évidemment, d'une réalité très concrète qui existe depuis plus ou moins 200 ans. Évidemment, la coopération, ça existe depuis toujours. Même aujourd'hui, des études en microbiologie démontrent que la vie a beaucoup plus de chances de vivre et de se développer par la coopération que par la lutte ou la sélection naturelle du plus fort. La coopération, les valeurs de la coopérative, c'est ces valeurs-là qui ont été instituées par l'Alliance coopérative internationale en 1895 d'une façon très, très précise, rappelées en 1995 et qui font encore l'objet, à tout bout de champ, de révision, de réflexion. Il y a beaucoup de gens à l'Alliance coopérative internationale et dans différents colloques sur la planète qui travaillent beaucoup sur la question des valeurs, à se dire, c'est encore actuel? Ça a-tu de l'allure encore, cette affaire-là, au 21e siècle? Alors, parler de démocratie, d'égalité, d'équité, solidarité, liberté et responsabilisation, fondamentalement, c'est le cœur de la patente. Une coopérative devrait, en principe, faire l'éloge, autant dans sa réflexion que dans sa pratique, de ces valeurs. D'où viennent ces grandes valeurs-là? Alors, on peut dire que la coopération, ça vient probablement du cœur. Moi, j'ai connu bien des gens qui n'avaient pas nécessairement la science de la coopération très claire, mais il y avait la coopération là. Puis c'est là que ça part, en premier. Mais d'une façon plus particulière, on a réfléchi sur ces grandes valeurs-là, et c'est là-dessus que je veux vous amener dans les prochaines minutes. On a réfléchi sur ces grandes valeurs-là au 18e siècle, ce qu'on a appelé en Europe le siècle des Lumières. Et ça, vous avez des philosophes qui ont réfléchi sur ces grandes questions-là, qui ont été des grands précurseurs, des grands bouleversements, des grands changements de paradigme dus, entre autres, à la démocratie. Alors, au siècle des Lumières, principalement dans 3 pays, la France, l'Angleterre et l'Allemagne actuelle, vous avez des gens, alors vous voyez des noms que vous connaissez peut-être un peu, là, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville. Tocqueville qui est venu aux États-Unis à maintes reprises pour mieux comprendre le modèle, etc., etc. Adam Smith qui a joué un rôle extrêmement important dans la vision économique des choses. Au 18e siècle, ces gens-là ont écrit. Ils ont écrit abondamment. Ils ont écrit parce que le modèle dans lequel ces gens-là vivaient dans l'Europe continentale du 18e siècle, ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de bon sens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un monde en turbulence très, très forte d'un point de vue politique, avec la fin de certaines monarchies. Des turbulences économiques très, très fortes. Des turbulences sociales très, très fortes. Aujourd'hui, vous avez des historiens qui disent ce qui s'est passé au 18e siècle dans l'Europe continentale, mes chers amis, c'est à peu près la même affaire qui se passe, mais au 21e, mais à peu près partout sur la planète. On est dans une grande actualité d'une certaine façon. Quel était le modèle? Le modèle, c'était celui-là. Le modèle que ces philosophes-là ont contesté d'une façon très, très forte, c'était de dire comment ça se fait qu'un petit groupe très, très minoritaire d'un point de vue social et politique possède tout. On la main mise sur la populace sans nom et sans mots. Tout se fait d'une façon unidirectionnelle. C'était l'image que ces gens-là, ces philosophes-là, 17e, 18e siècle, ont fortement combattu. Ils ont combattu quoi?
ils ont combattu une façon de voir le monde avec des idées nouvelles et ils nous ont demandé, et ils continuent à le faire, de changer notre vision du monde, de changer notre paradigme pour faire en sorte que la populace sans nom devienne la citoyenneté ouverte. Ce modèle-là est venu révolutionner le monde et continue à le faire. Et au 21e siècle, vous avez encore des gens qui sont prêts à mourir pour ce modèle-là. Il s'agit d'aller dans le nord de l'Afrique, actuellement. Donc, les citoyens en assemblée, souveraineté, se donnent des représentants qui, eux, ont le devoir de se donner des constitutions, de se donner des lois, des conseils, des assemblées politiques, des assemblées économiques. Et ils sont redevables continuellement à la citoyenneté qui est en haut. Il a fallu, dans un contexte comme celui-là, se voir complètement différemment. Il a fallu qu'on comprenne que nous sommes les héritiers d'un système et que nous avons entre les mains le pouvoir de faire les choses. Il a fallu se définir d'une façon toute différente, avec des valeurs complètement différentes que celles que la monarchie et les systèmes monarchiques et autoritaires imposaient. Alors donc, parler de politique démocratique, c'est de mettre le citoyen au cœur même de l'organisation avec des assemblées, des constitutions, des lois. Au 18e siècle, c'était théorique. Mais ça a déclenché un bouleversement tellement fort que vous avez eu la Révolution française, vous avez eu la Révolution américaine, vous avez eu des changements radicaux qui se sont effectués en Angleterre, et etc., 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 etc. Alors donc, on a mis ni plus ni moins sur pied, avec une réflexion comme celle-là, avec un changement de paradigme aussi fort que celui-là, on s'est dit, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors ici, vous en avez quelques-uns. Hein? Souveraineté du peuple, séparation des pouvoirs entre la vie démocratique et la gestion publique. Les gens qu'on nomme, les gens qui sont des élus, ce n'est pas eux autres qui ont à donner des cours. Puis ce n'est pas des médecins, mais à gérer la patente. Reconnaissance de l'égalité de toute personne. Il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dedans, même si on est dans des contextes démocratiques. Reconnaissance de la liberté des droits. Nouvelles assises éducatives. On s'est dit, ouais, mais là, si les gens ont à se prendre en main, il faut qu'ils sachent pourquoi. Le développement de la démocratie dans nos sociétés s'est fait en parallèle avec le développement des systèmes scolaires. La plus belle preuve de ça, c'est au Québec. Avec notre révolution tranquille, tout a explosé d'un point de vue éducatif. Tout. Responsabilité, engagement, représentativité territoriale, l'importance de l'information de sa diffusion, évidemment, savoir ce qui se passe dans le monde, et conception de la neutralité, entre autres les religions. C'est exactement, mes chers amis, exactement dans ce même contexte-là, une cinquantaine d'années après l'écriture des grands philosophes et de la mise en application des politiques démocratiques un peu partout, en tout cas dans certains pays du moins, c'est exactement aux mêmes endroits et à peu près en même temps, plus ou moins 50 ans plus tard, qu'est né le mouvement coopératif, autant en France, en Angleterre et dans l'Allemagne actuelle. Alors moi, quand on me dit que les coopératives, la coopération entrepreneuriale, c'est ticoune, c'est bancal, elle est héritière des grandes révolutions démocratiques. Et un de ces grands révolutionnaires-là, en Allemagne, Raiffeisen. Raiffeisen a été le premier à mettre sur pied ce que lui a appelé des caisses rurales, juste avant Alphonse. Raiffeisen, c'était un grand révolutionnaire au niveau des idées. Il y avait une ampleur révolutionnaire démocratique extraordinaire. Et les agriculteurs de l'Allemagne vivaient exactement ce que les agriculteurs du Québec vivaient à l'époque. Exactement la même affaire. Dont la grande problématique des prêts usuraires complètement disproportionnés.
Alors, Raiffeisen a eu un impact majeur à un point tel que ce personnage-là a eu une influence sur la grande majorité des grandes institutions financières coopératives qu'on connaît, dont, évidemment, Desjardins. Alors, le mouvement Desjardins est un mouvement qui a pris naissance dans une philosophie, je dirais, un peu révolutionnaire, de faire de la démocratie le socle et le pivot sur lequel peut reposer une société et ses entreprises. Alors, Raiffeisen a été quand même un porteur très, très important, à un point tel que la Société historique d'Alphonse Desjardins, en la personne de Pierre Poulain, que vous connaissez probablement, qui est, à mon sens, un éminent historien de la coopération, et principalement chez Desjardins, a écrit un texte qui s'intitule « Desjardins versus Raiffeisen » ou « Le défi de la reconnaissance sociale des caisses populaires au Québec de 1900 à 1906 ». En lisant cet article-là, j'ai appris qu'avant Alphonse Desjardins et sa loi sur les coopératives, il y avait des Québécois, des élus québécois, qui voulaient absolument implanter au Québec, entre autres dans le coin de Bellechasse, les caisses rurales Raiffeisen. Raiffeisen a été une explosion. Alors, il y a là-dedans, si l'histoire avait pas tourné comme on la connaît aujourd'hui, on aurait peut-être des caisses Raiffeisen au Québec avec des caisses Desjardins. Mais Desjardins, Alphonse, s'est grandement inspiré du modèle de Raiffeisen pour mettre les caisses. Et finalement, les gens ont découvert avec Alphonse qui avait vraiment compris la problématique du Québec. Et finalement, les élus du Québec à l'Assemblée nationale ont opté davantage sur Desjardins que Raiffeisen. Mais il y a eu une influence très, très importante. Alors, le mouvement coopératif, d'un point de vue entrepreneurial, a ni plus ni moins adopté ce modèle-là, exactement ce modèle-là, le modèle politique du 18e siècle, mais il a changé un mot dans toute la dynamique. Il change un mot. Un mot. Membre. Oh, il n'est pas apparu. Sociétaire. Vous êtes ici dans la salle. Vous avez vos régies internes. Vous avez vos conseils. Vous avez vos assemblées, qui sont des assemblées politiques et qui sont des assemblées économiques. Ça se fait d'un point de vue local, ça se fait d'un point de vue régional, ça se fait d'un point de vue national, et ainsi en est-il pour toutes les coopératives. Le mouvement coopératif a eu la sagesse de reprendre la logique des grandes révolutions démocratiques de l'époque, ce changement de paradigme-là du 18e siècle, pour l'incorporer d'une façon tout à fait particulière dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la finance, dans le monde du funéraire, dans le monde de l'habitation, dans le monde... Alors, dire que c'est ticoun, que c'est bancal, que c'est folklorique, il faudra peut-être qu'on se donne des arguments un petit peu plus solides que ça. Une coopérative, fondamentalement, c'est quoi selon l'Alliance coopérative internationale? Et ici, tous les mots comptent. Avant de dire que c'est une entreprise, une coopérative, c'est avant tout une association de personnes. Vous, qui êtes autonome, volontairement réunis pour satisfaire quoi? Moi, j'entends que ça. C'est pour satisfaire des besoins. Oui. Mais il n'y a pas juste ça à satisfaire. Et c'est là que le bas blesse actuellement. Satisfaire des aspirations humaines, sociales, dans le tourbillon de multicrises qu'on vit. C'est un gros défi, ça. Là. Hey, moi, ça me fait capoter. Je trouve ça... Aïe, aïe, là. Moi, je vais y penser 2 fois avant d'être président d'une caisse.
un immense, magnifique défi. Répondre à des aspirations et à des besoins. Qui sont économiques, sociaux et culturels, communs au moyen d'une entreprise. Ah oui, c'est sûr. Hein? Dont la propriété est sous contrôle démocratique. Donc, la coopérative, essentiellement, est constituée en vue de répondre à ça, des aspirations et des besoins. Et ça serait bon peut-être qu'on arrive à un moment donné à réfléchir sur la question des aspirations. Je pense qu'on est rendu là. En maintenant un équilibre, hein, ça c'est la caractéristique des coopératives, et une saine tension entre une vie associative qui est enrichie par sa démocratie et les enjeux éducatifs qui vont avec. Hein? Si on est en démocratie dans une coopérative, bien, au même titre qu'une société, l'éducation joue un rôle primordial. Et le contrôle qu'elle exerce sur la gestion des opérations entrepreneuriales, comme c'est un peu institué depuis les tout débuts. Alors, le cœur de la coopération, c'est fondamentalement la personne. C'est-à-dire celle, et là, vous excuserez ma grande capacité artistique, c'est celui qui, initialement, est loin d'avoir une définition comme on a des fois dans le monde très, très économiste. Une des premières caractéristiques de cette définition-là de l'être humain dans le monde de la coopération, c'est son cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, fondamentalement, et l'historique au Québec et un peu partout sur la planète, des fondateurs de coopératives, fondatrices de coopératives, ça s'inscrit beaucoup dans cette logique-là. Avec des valeurs fondamentales, qui sont des valeurs qui nous viennent, un peu comme on vient de le voir, des grandes révolutions du 18e siècle. Dans une logique de dignité. Et le cœur bat. Peu importe là où vous êtes et peu importe le travail que vous faites. Et une des grandes difficultés qu'on a par rapport à ces valeurs-là, c'est de les faire vivre continuellement, autant dans la vie associative que dans la gestion, en les prenant en compte toutes. Parler de coopération, ce n'est pas juste de parler de démocratie. Parler de coopération, c'est de parler de solidarité, d'équité, d'égalité. Comment aujourd'hui, avec un modèle éthique aussi particulier que celui-là, pouvons-nous répondre aux attentes de la société en multicrise? De nombreux secteurs dans le monde coopératif, de nombreuses couleurs, de nombreuses façons de faire. Mais ce que la réflexion sur le monde de la coopération nous donne depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on découvre qu'il y a fondamentalement, dans la très grande majorité d'entre elles, une logique de développement durable. On ne parle pas d'une coopérative pour la vendre demain matin. Pas une coopérative pour qu'elle soit là encore dans un siècle. Et ce que ça nous donne comme panorama fondamental, et le Québec à ce niveau-là est un exemple qui est cité un peu partout sur la planète, c'est la prise en charge des personnes et des collectivités. Alors, parler finalement de valeur de ces fondements-là, de ces principes-là, comme un tout intégral et un tout original, parce que ça reste très original dans le monde de l'entreprise, ben vous avez là clairement l'expression d'une éthique à la coopération. Éthique à la coopération qui est encore aujourd'hui, au même titre que à d'autres époques depuis 2 siècles, une petite révolution en soi qui est annonciatrice d'engagements nouveaux. Les yeux sont tournés vers la coopération de plus en plus, et la coopération regarde de plus en plus vers l'avenir. Avec toute l'incertitude du changement de paradigme sociétal auquel on est confronté aujourd'hui. Le modèle actuel, dominant, est celui qui, dans bien des circonstances, va prendre la personne humaine comme un moyen pour faire tourner la roue.
Puisque la grande finalité, c'est souvent le capital pour le capital. Et encore aujourd'hui, en 2023, on est encore un peu dans une logique où ils disent les ressources, on est capable, il y en a. La planète est tellement généreuse. Le modèle de la coopération prend exactement les mêmes affaires, mais il inverse complètement la logique. Il inverse complètement. C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas enseigné dans les universités, l'école de gestion. Pourquoi faire ça? Ou très peu. J'ai des collègues qui travaillent très fort pour que ça se fasse. La coopération, on va dire, le moyen économique est fondamental. Pour répondre à quoi? Pour répondre à une finalité qui est la construction des personnes, qui est la construction des collectivités, qui est la construction d'une nation, avec sa langue, avec sa culture. Combien de personnes j'ai entendu chez Desjardins? Je ne suis pas vieux, je ne suis pas jeune, mais combien de personnes j'ai entendu chez Desjardins dire « Desjardins m'a mis au monde. Desjardins m'a aidé. Desjardins a compris. » Combien? Plusieurs. Alors, dans la logique de la coopération, c'est de dire que vous êtes pas juste des présidents, des présidentes, vous êtes des constructeurs, vous êtes des bâtisseurs de communauté. Vous êtes des éducateurs, vous êtes des enseignants. Hey, cool, hein? C'est ce que vous exprimez, c'est ce que Desjardins exprime dans ses règlements internes. Allez sur le site Internet, puis vous avez ça. L'argent est au service du développement humain. Et l'éducation, et je termine avec ça parce que on m'avait donné un temps que je souhaite toujours respecter. Et l'éducation et la coopération dans tout ça. Si on est d'accord avec le fait, et je termine avec ça, si on est d'accord avec le fait que quand on parle de démocratie politique, on parle toujours aussi inévitablement du développement ou d'un développement scolaire, d'un développement éducatif extrêmement important au sein d'une organisation sociale. Ainsi en est-il des coopératives et aussi des mutuelles, dans cet esprit-là. L'éducation, et on va le voir avec mes deux collègues qui vont prendre la parole dans quelques instants, comment l'éducation au sein des organisations coopératives est un des principes les plus importants. Certains vont dire que c'est le principe des principes. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas comprendre le modèle comme il faut. Et aujourd'hui, là où nous en sommes au 21e siècle, nous avons un devoir de le comprendre pour être capable de le transmettre, mais aussi de pouvoir voir tout le potentiel et l'actualisation qu'on peut faire avec le modèle coopératif. Moi, je suis de plus en plus convaincu, pour le lire à peu près tous les jours, que la coopération, elle ne fait que commencer. Et que les grandes institutions comme Desjardins ont un rôle fondamental à jouer dans l'avenir par rapport à ce qui se dessine et par rapport à ce qui s'en vient. Alors, je nous laisse là-dessus. On pourra en discuter. Là, moi, j'ai été obligé d'écouter les affaires. Mais je tiens quand même à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une bonne continuation en souhaitant que mes collègues puissent aussi, d'une façon pratico-pratique, éclairer un petit peu les propos que je vous ai amenés. Alors, merci beaucoup. Donc, oui, je m'en occupe. C'est parti. Donc, merci, M. Martin, pour cette présentation. Donc, passons à notre prochaine conférencière. Elle a travaillé pendant 34 ans pour Agropur Coopérative. Elle a débuté comme conseiller coopératif au sein du service Relations avec les membres, puis elle a obtenu une promotion dans le secteur de l'approvisionnement de lait. Par la suite, elle est revenue au service Relations avec les membres à titre de directrice et au cours des 10 dernières années de sa carrière, elle était vice-principale
vice-principale affaires juridiques, relations membres et secrétaire générale d'AgroPure dans l'équipe de direction de la coopérative. Elle détient un certificat en gouvernance du Collège des administrateurs de société, un diplôme de 2e siècle en prévention et règlement des différends, un bac en agronomie et une maîtrise sur les coopératives de l'Université de Sherbrooke. C'est ce qui l'a amené vers AgroPure et la coopération. Elle a donc travaillé pendant 21 ans pour faire vivre et orienter la vie associative chez AgroPure. Aujourd'hui, elle est présidente de la Caisse de Granby Haute-Yamaska et leader de la table de concertation de proximité Haute-Yamaska. Madame Lorraine Bédard. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de ma présentation, vous parler d'AgroPure, la coopération au cœur d'un grand succès. Ici, on en parlait. Alors, vous voyez dans le titre que j'ai mis un X en arrière, en avant de mon titre que monsieur m'a dit. Et je trouve ça bien important aujourd'hui de le spécifier parce que je ne travaille plus pour AgroPure. Je suis retraitée depuis 4 ans et demi, mais on m'a autorisé à venir vous parler d'un sujet que je connais bien. Et puisque j'ai été en charge de la vie associative de cette belle coopérative pendant une quinzaine d'années, que j'y ai travaillé en tout dans ma vie pendant 21 ans. Donc, ceci étant dit, malgré que j'ai des petits logos ici que vous connaissez, je ne représente pas Desjardins, pas du tout. Je parle comme si je travaillais pour AgroPure, mais je n'y travaille plus. Donc, je pense que c'est bien clair. Alors, voilà. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas AgroPure, bien, AgroPure, c'est une coopérative qui est dans l'industrie laitière, reçoit du lait et le transforme en produits laitiers. Vous voyez ici des marques, détails que sans doute vous connaissez, Natrel qui est bon, les fromages Gustave qui viennent d'être lancés. Et AgroPure, donc, est sur le marché du détail et aussi fait des produits laitiers de gros, donc vendus à des surtransformateurs, vendus à d'autres qui le transforment sous leur marque, le vendent et le transforment sous leur marque à eux. Donc, ces informations-là, vous pourrez les trouver également sur le site Internet de la coopérative. AgroPure a été fondée en 1938 dans la région de Granby par 86 pionniers fondateurs des cultivateurs qu'on disait à l'époque et qui étaient dans un contexte de crise économique qui voulaient améliorer leur sort autant en termes de stabilité de prix et de qualité des grains qu'ils achetaient. Alors, ils ont fondé une coopérative qui s'apparente à celle plutôt que dont Colette va nous parler tantôt donc, sur la coopérative Fédérie qui est devenue Solio. Alors, à ce moment-là, il y avait, comme je vous dis, 86 producteurs dans la région de Granby. Alors, sans rentrer dans le détail de l'histoire, vous voyez à l'écran les étapes du développement d'AgroPure, qui était une coopérative très régionale qui s'est étendue au Québec, Canada et international. Alors, ici, on voit l'évolution du chiffre d'affaires de la coopérative qui est parti donc d'à peu près 0 et le chiffre d'affaires en 2022 qu'on m'a transmis, 8,5 milliards de dollars d'une coopérative qui appartient à des producteurs de lait canadiens. Alors, on voit l'évolution. Donc, AgroPure n'a pas toujours été une grande coopérative comme c'est aujourd'hui. Ça a été plus régional dans le passé. On voit ici un graphique qui nous montre l'importance d'AgroPure comme transformateur laitier mondial et se situe aujourd'hui, c'est le 16e transformateur laitier en importance dans le monde. Et ça, c'est une belle fierté pour AgroPure. Et je vous ai mis en rose, c'est moi qui ai ajouté ça, lesquelles parmi ces entreprises-là sont des grandes coopératives. Et on voit que sur les 20, il y en a quand même 7 qui sont donc des entreprises collectives, propriétés d'agriculteurs, de gens qui ont un outil à leur disposition pour avancer dans l'industrie laitière. Alors, c'est quand même bien intéressant de voir aussi le cheminement de ces entreprises-là. Alors, AgroPure, bien, comme on dit un peu André, c'est une entreprise qui est possédée par une association de personnes. On a ici des caractéristiques de l'entreprise, donc près de 8,5 milliards de chiffre d'affaires, 6,7 milliards de litres transformés autant au Canada qu'aux États-Unis, 7 550 employés, 31 usines et des bureaux en plus, donc des lieux d'affaires au Canada et aux États-Unis. Et l'association de personnes est essentiellement composée de producteurs laitiers, donc 2812 en date du 31 octobre 2022, qui résident au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. Les membres élisent des délégués. Il y en a 298. Il y a 13 administrateurs qui sont aussi des producteurs de lait,
3 membres invités au conseil d'administration qui sont des membres externes. Et il y a 598 animateurs et 150 jeunes animateurs. Et je vais revenir sur ces concepts-là tout à l'heure. Alors ici, on voit la structure de gouvernance de la coopérative. Donc, on a nos membres, qui sont des producteurs de lait, qui élisent des délégués lors d'assemblées régionales, je reviendrai tout à l'heure, à raison de 1 pour 10. Et ces gens-là vivent une vie associative que je vais qualifier un peu pompeusement de riche, puisqu'elle est quand même citée en exemple dans le mouvement coopératif. Donc, les membres élisent les délégués élisent les membres du conseil d'administration qui sont des producteurs de lait lors de l'assemblée générale annuelle. Et le conseil d'administration se choisit parmi ses membres un président ou une présidente et 2 vice-présidents. Le conseil d'administration choisit son chef de la direction qui met en place son équipe de direction afin de diriger l'entreprise. Et j'attire votre attention sur le carré bleu qui se trouve à gauche, qui montre les comités dans lesquels le conseil d'administration s'investit, donc des comités réguliers de toute entreprise, mais il y a notamment le comité de solidarité, qui est un comité qui est composé de tous les administrateurs et c'est le lieu où les administrateurs discutent de la vie associative, des orientations à donner, des sujets qui seront traités, qu'est-ce qu'on fait avec les membres. Alors, la coopération, j'avais mis quelques diapos pour vous entretenir brièvement de ce beau sujet, mais je vais quand même passer rapidement puisqu'André nous a beaucoup donné d'informations sur le sujet. On voit à gauche les principes coopératifs qui sont la base qui doit relier toutes les coopératives, ainsi que les valeurs coopératives dont André nous a parlé beaucoup tout à l'heure aussi. Et moi, j'ajoute en bas, la coopération, c'est un équilibre ou une saine tension entre le besoin des membres, la profitabilité de l'entreprise et l'intérêt de la communauté. Puis dans le cas d'AgroPur, je dirais que c'est pas nécessairement toute la société civile, mais c'est la communauté dans laquelle on est, notre environnement. On n'est pas le gouvernement. Là. Dans le fond, c'est ça que je veux dire. Alors, je reviens à la définition d'une coopérative, dont aussi André nous a parlé, parce que je trouve que c'est très important de prendre bien conscience qu'une coopérative, c'est une association de personnes qui possèdent une entreprise et cette entreprise-là est là pour satisfaire des besoins économiques, sociaux ou culturels, ou tout ça ensemble. C'est pour ça qu'il y a des coopératives dans plein de secteurs d'activité humaine, Et cette entreprise-là, pour être une coopérative, doit être une propriété collective où le pouvoir est exercé démocratiquement. Alors, la distinction coopérative, pour moi, pour mettre ça autrement, dans le fond, c'est de dire que dans une coopérative, les membres sont au cœur et au centre des intérêts des coopératives et non le capital ou l'argent. Puis les membres sont des usagers qui détiennent 3 attributs. Ils sont propriétaires collectivement. Il y a un contrôle démocratique au sein de leur entreprise et ils partagent les résultats ou les excédents en fonction de l'usage qu'ils font de leur coopérative. Puis ils sont les usagers dans le sens que la coopérative a été conçue pour eux. Mettons, dans une compagnie qui vend des souliers, les gens qui sont les actionnaires, peut-être qu'ils ne portent pas de souliers, mais ce n'est pas grave, ils vendent des souliers. Dans une coopérative, l'objet de la coopérative, ça répond à un besoin des propriétaires, des membres. Alors, la même chose chez AgroPur, le membre est propriétaire avec tous les autres membres. Le membre contrôle, il y a un vote, peu importe la taille de la ferme, parce que le membre, c'est une ferme, donc peu importe la quantité de lait qu'il livre. Le membre, il reçoit des ristournes en fonction du lait livré. Puis le lien entre le membre et la coopérative AgroPur, c'est le lait. C'est l'industrie laitière, c'est le lait. Alors, le lien aussi, je l'ai exprimé de cette façon-ci que vous voyez à l'écran. C'est à la mode de mettre des petits pictogrammes comme ça, alors je me suis pratiquée à faire la même chose. Et le lien, dans le fond, ces liens-là traduisent ce que je viens de vous expliquer, à savoir que le premier lien, c'est la structure démocratique et la vie associative. Le deuxième lien, c'est le capital et la participation financière. Le troisième, la participation aux excédents et la ristourne. Et la quatrième, le service aux membres. Alors, je vais développer chacun. Je vais mettre les 2 du milieu ensemble parce que ce n'est pas l'objet principal de ma présentation et je vais surtout m'attarder au premier et au dernier. Bon, avant d'aller là, moi, à un moment donné, quand on travaillait, on s'est mis à se dire, mais c'est qui notre membre? Le membre producteur de lait, c'est qui? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à notre producteur de lait? Est-ce qu'il y a des facettes méconnues de son travail auxquelles on peut s'adresser puis qui va l'intéresser?
Alors, vous allez voir cette présentation-là, cette diapo-là, je l'ai mis quelques fois parce que je l'aime bien. Ben oui, c'est un producteur de lait, le membre, c'est un membre. Il est soumis à des lois et aux règlements de la coopérative. Il est intéressé par la gouvernance, la démocratie. C'est un producteur laitier. Il faut qu'il livre un produit, il faut qu'il livre un produit de qualité. Il est intéressé par les notions d'approvisionnement de lait, par les enjeux de libre-échange, etc. C'est un coopérateur. Il a des valeurs, il a des principes, il est devenu membre de la coopérative, il participait à la vie associative. C'est un investisseur parce qu'il y a du capital dans la coopérative. C'est un entrepreneur. Un producteur laitier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une entreprise. La plupart sont en propriété collective. Il fait face à des défis RH, des défis fiscaux, des défis environnementaux, etc., comme n'importe quel entrepreneur. Alors, un coup qu'on sait ça, je reviens à mes liens. Donc, ici, j'ai un schéma qui illustre la structure financière du lien entre le membre et AgroPur chez AgroPur. Donc, on a à gauche notre association de personnes. Les membres ont une implication financière dans la coopérative en détenant du capital. Ce capital-là et autres sources de financement, bien sûr, fait fonctionner une entreprise économique qui a des opérations, des activités commerciales qui en génèrent un retour sur l'exploitation, qu'on appelle des excédents, qui sont retournés aux membres et à la réserve. Et chez AgroPur, bien, la ristourne, la partie retournée aux membres, il y en a une partie qui est payée comptant immédiatement en fonction du volume de lait livré et il y a une autre partie qui est émise sous forme de capital. Alors, à chaque fois qu'il y a une ristourne, on l'espère à chaque année, à chaque fois qu'il y a une ristourne de déclarée, bien, il y a une portion de la ristourne qui est émise en capital au nom de chaque membre et éventuellement, le conseil d'administration rachète du capital pour une année antérieure. Donc, c'est un capital qui roule. C'est pour ça qu'on dit que le capital est un lien et le membre consent à laisser son capital là. Bon, il consent, mais c'est sur décision du conseil d'administration, dans le fond, que c'est racheté. Le membre comme pas le choix, là, mais c'est comme ça. Bon, ça permet de fonctionner. Il a élu le conseil d'administration, il a accepté les lois et la réglementation par rapport à ça. Puis, dans mon expérience, c'est pas quelque chose qui est remis en question parce que de toute façon, les gens savent bien que ça prend de l'argent pour faire fonctionner une entreprise. Alors, la structure démocratique et la vie associative, qui est un lien très important entre un membre et sa coopérative. Je remets cette diapo-là, mais je ne m'y attarde pas. Je vais vous présenter maintenant la structure démocratique et la vie associative chez AgroPur. Alors, à droite, on voit la structure démocratique. On a nos membres en bas. Le nombre ici n'est pas tout à fait le même que je vous ai dit tantôt, mais c'est le principe qu'il faut regarder. Donc, les membres élisent un délégué pour 10 membres lors des assemblées régionales et recommandent la nomination d'animateurs 1 pour 5. On comprend que tous les délégués sont aussi des animateurs et les délégués élisent les administrateurs lors de l'Assemblée générale. Il y a 12 administrateurs qui ont des mandats de 3 ans renouvelables et il y a un poste d'administrateur qui a été créé récemment pour un jeune, une personne qui aurait moins de 35 ans, un producteur de lait qui a moins de 35 ans. Et ce poste-là, il est non renouvelable, mais c'est un administrateur comme les autres. Alors, c'est pour ça qu'il y en a 13. Et bon, ensuite, on a notre vie, la roue qui décrit la vie associative chez AgroPur. Alors, au mois de février, il y a une assemblée générale annuelle. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine, le 8 février, qu'aura lieu la prochaine assemblée générale, où sont invités les délégués et les animateurs. Et AgroPur met en place des moyens de transport pour faciliter la participation des délégués à l'Assemblée générale. Il y a tout un réseau d'autobus là, qui sillonnent le Québec du fond des campagnes pour aller soit à Montréal, soit à Québec, ou la semaine prochaine, j'ai entendu que c'était à Drummondville, donc pour faciliter la participation des gens. Et les gens qui habitent dans les maritimes ou au Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, on analyse des avions pour faciliter leur participation. Donc, ils partent le matin très tôt et ils retournent chez eux le soir. Alors voilà, et au mois d'avril, bien, il y a des réunions où sont invités tous les membres, où on va leur parler de sujets d'intérêt en fonction des personnalités des membres que je vous ai mentionnés tantôt. Au mois de juin, on fait une assemblée d'été des animateurs. On comprend les animateurs, les délégués. C'est une assemblée qui correspond aussi, qui coïncide avec le 6e mois. Le 6e mois de l'année financière de la coopérative est passé à ce moment-là. Donc, une réédition non formelle des 6 premiers mois d'activité et aussi une activité sociale pour les membres. Au mois de septembre, maintenant, ils font des webinaires. Il y a déjà eu des réunions aussi, une tournée de réunions pour les membres. Ils font des webinaires pour donner des informations aux membres.
membres. Et il y a des assemblées régionales à l'automne, partout sur le territoire où tous les membres sont invités. Et je rappelle, c'est là que les membres procèdent à l'élection de leurs délégués et à la nomination des animateurs. Bon, OK, c'est le fun tout ça, mais pourquoi qu'on fait tout ça? Et c'est là que c'est riche. C'est parce que tout ça, ce sont des occasions tout au long de l'année où il y a une rencontre entre les membres et des gens du conseil d'administration. Et lors des assemblées régionales, il y a des membres du conseil de direction, qu'on va dire, comme moi j'étais. On va, dans le fond, rencontrer les membres et avoir des échanges avec eux. Alors, ça permet de donner des informations, de recevoir des commentaires. Et ça fait qu'à l'Assemblée générale, des fois, moi, j'ai entendu des collègues qui me disaient « Voyons, il n'y a pas beaucoup de questions à l'Assemblée générale. » Mais non, il n'y a pas beaucoup de questions. Ils ont eu des réponses puis des questions, un échange tout au long de l'année. Alors, il n'y a pas de surprise en avant. Dans le fond, grosso modo, la personne qui est au micro en avant, elle sait qu'est-ce que les gens pensent. Puis les gens qui sont dans la salle, bien, ils ont eu tout au long de l'année des échanges avec la direction, fait qu'ils savent où est-ce que Agropur s'en va. Donc, c'est ça qui est riche. C'est ça le lien qui est toujours maintenu entre les membres et ses représentants. Alors, comme a dit André tantôt, c'est basé sur la démocratie et c'est très important. Il y a 3 grands aspects dans la démocratie: la formation, l'information, la consultation, pour avoir une décision éclairée. Alors, les outils d'information qui sont disponibles pour les membres d'Agropur, bien, il y a des stages de relève, il y a toutes les réunions d'information, il y a des infolettes, il y a une équipe de conseillers coopératifs, dont des personnes qui travaillent au quotidien avec les membres, je vais en parler tantôt, et l'extranet des membres, qui est un outil disponible depuis quelques années. Et il y a des consultations formelles, informelles. Informelles lors de toutes les rencontres et formelles parce que de temps en temps, il y a des exercices de réflexion stratégique, je vais en parler dans 2 diapos, et qui mènent à une décision éclairée. Dans le fond, le principe de base, c'est que si le conseil d'administration a des sujets sur lesquels il va obtenir l'opinion des membres, bien, l'idée, c'est de donner aux membres des informations pertinentes fournies par le conseil d'administration pour que le membre puisse se faire une idée avant de voter, dans le fond, pour qu'il sache qu'est-ce qu'il y en est. Alors, cette vie associative-là, elle est relativement simple, mais ça existe depuis des années, puis ça n'a pas changé malgré l'évolution de la coopérative. Il y a encore autant d'énergie qui est mise dans tout ça. Alors ici, bien, je voulais vous juste montrer l'infolette numérique qui est une source d'information pour les membres et le visuel de l'extranet des membres. Alors ici, je reviens un petit peu sur la consultation formelle. Dans le fond, Agropur a fait des exercices de réflexion stratégique avec ses membres au cours des dernières années, à peu près aux 5-7 ans. Ce n'est pas nécessairement pour avoir une réponse précise, c'est pour guider le conseil d'administration dans ses décisions, dans les orientations qu'il donne quand il prend des décisions qui orientent la stratégie, l'avenir de la coopérative. Mais ici, dans le fond, on voit en 2013 des feuillets qui ont été envoyés aux membres afin de donner de l'information sur les sujets pour lesquels ils étaient consultés. Et on voit dans la partie gauche en bas les résultats. Bien, en fait, j'ai fait juste une capture d'écran d'un feuillet qui a été envoyé aux membres aussi suite à la consultation qu'il y avait eu sur les sujets qu'on voit en bas, les cinq sujets pour lesquels il était consulté. Alors, mon expérience de ça, c'est que l'information, les sujets sur lesquels le conseil d'administration va vouloir avoir une opinion ou une orientation des membres sont dévoilés, l'information est envoyée aux membres. Dans les réunions d'avril et septembre, il y a une consultation qui peut être un sondage, qui peut être des ateliers de travail, qui peut être une combinaison des deux, ça dépend de ce qui est décidé. Et ça culmine avec une approbation à l'Assemblée générale des orientations pour aider le conseil d'administration. Le réseau des animateurs, je vous en ai parlé tantôt, mais il faut prendre conscience que ça existe depuis 1949. Comme je vous ai dit, Agropur a été fondé en 1938, il y avait 87 membres. En 1949, il y en avait à peu près 1000. Agropur, à ce moment-là, c'était la coopérative agricole du canton de Granby. Il était sorti de Granby et était rendu plus loin par fusion et acquisition, mais c'était difficile de réunir 1000 membres dans un sous-sol d'église parce que c'était l'église. Alors,
Alors, il y a quelqu'un qui a pensé de créer une structure de représentation et c'est ça la base aussi de la démocratie. Donc, ce réseau d'animateurs-là, c'est vu comme une courroie de transmission entre le conseil d'administration et l'ensemble des membres. Voilà. Alors, je vais passer vite sur ça. Dans le fond, je vous ai présenté le membre et toutes ses personnalités. Alors, dans les réunions, on parle aux membres de tout ce qui l'intéresse dans toutes ces personnalités-là, de l'industrie laitière, de l'agropur, de la coopération, d'activités de la coopérative, de marketing, de name it, le sujet qui peut être intéressant pour un producteur de lait qui est très concerné par l'industrie laitière et par sa coopérative. Ça se fait en équipe. Et voilà, je passe un peu vite. Ça m'a fait plaisir de remettre cette photo-là de la dernière Assemblée générale au Palais des Congrès. C'est la dernière, je dis la dernière, c'est la dernière à laquelle j'étais moi. Donc, ça se passe au Palais des Congrès. On voit quand même l'importance. Et le dernier lien, le service Relations avec les membres, qui s'appelle aujourd'hui le service Coopération, qui est un lien direct, quotidien avec les membres. Il y a une équipe de conseillers coopératifs, dans le fond, c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière, qui sont là pour répondre aux diverses questions, soucis, peu importe, des membres. Donc, ils peuvent aller à la ferme, ils vont à la ferme. Donc, il y a le producteur de lait qui est membre, connaît la personne. Quand il pense à Agropur, il pense à Luc, il pense à Sylvie, il pense à Rémi. Il sait comment rejoindre ces personnes-là. Donc, ces conseillers coopératifs-là sont un soutien aux questions des membres. Ils soutiennent la vie associative, font les présentations, réservent les salles, etc. Sont un soutien pour l'amélioration de la qualité du lait, pour l'amélioration du bien-être animal et depuis peu pour les fermes durables. Je vais vous dire que je ne sais pas qu'est-ce que c'est tout récent, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais il y a quand même, dans le bien-être animal et le développement de fermes durables, oui, c'est à la mode dans la société, oui, c'est important dans la société, mais c'est aussi une façon d'aller vers le membre dans quelque chose qui le préoccupe, dans quelque chose qu'il veut améliorer, et Agropur est présent pour lui, pour le soutenir dans ça. Donc, c'est ça aussi qui est important, de voir les nouvelles préoccupations du producteur de lait et d'y répondre. Il y a un programme pour la relève coopérative. La relève coopérative, bien, une ferme, c'est une entreprise à propriété collective. À un moment donné, les gens qui en sont propriétaires, souvent un couple, veut prendre sa retraite. Il y a fiston, fille qui veulent prendre la relève. C'est ça, la relève, ceux qui vont être sur la ferme demain matin. Parce que pour les producteurs laitiers, la transmission d'une génération à l'autre de leur entreprise, c'est quelque chose de très, très, très important. Et ça se reflète aussi dans la coopérative. André a dit tantôt, on ne fonde pas une coopérative pour la fermer au bout de 2 ans. Bien ça, cette transmission-là de génération, c'est la suite chez nous, chez Agropur, je dis chez nous encore, mais chez Agropur, de cette valeur-là qui est très importante. Donc, ça existe depuis 40 ans et c'est pour initier les jeunes à la vie démocratique, à ce qui se passe dans leur coopérative. Parce qu'on a toujours besoin de gens qui s'impliquent. Moi, j'ai toujours dit, il faut que la roue tourne. Puis pour que la roue tourne, il faut dire aux gens, c'est quoi la roue? Il faut qu'ils aient envie d'embarquer dedans. Alors, je reviens avec ça ici. Il y a la reconnaissance pour le travail des membres, le club d'excellence qui existe depuis 1988 pour souligner les efforts en amélioration de qualité du lait. Donc, on désigne des champions régionaux, des grands champions. Il y a la même chose depuis 2021 pour l'amélioration du bien-être animal. Agropur s'engage dans une démarche de ferme durable et qui fait partie de la stratégie globale d'Agropur sur cet aspect-là. Il y a des cours de traite qui sont offerts aux producteurs de lait. Donc, tout ça, dans le fond, ça entretient le lien. C'est pour soutenir l'amélioration de la qualité du lait, donc aux employés, aux propriétaires. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours, mais c'est quelque chose qui est disponibilisé une fois de temps en temps. Bon, j'avais mis l'énoncé relatif au bien-être animal, là, entre parenthèses, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de le mettre, mais il a été approuvé par le conseil d'administration, bien sûr, mais il est disponible sur le site Internet de la coopérative, c'est là que je l'ai retrouvé.
Et je termine avec cette diapo-là aussi, qui résume ce que je viens de vous dire, à mon sens, résume ce que je viens de vous dire, dans le fond. On voit sur cette diapo-là 2 blocs rouges, l'association de personnes, l'entreprise, qui sont unis par divers liens, l'investissement, le capital détenu par les membres, une saine gouvernance, un conseil d'administration qui représente les membres, des gestionnaires compétents, la ristourne, une vie associative riche, l'éducation, le service relation avec les membres. Donc, tous ces liens-là sont constants tout au long de l'année et permettent aux 2 entités qui font partie de la même coopérative de croître sans se perdre de vue. À un moment donné, il y a un collègue là, dans les années 90, il avait sorti ça, croître sans se perdre de vue. Et ça, on a dit ça pendant longtemps. Puis, c'est ajouté à ça, bien, dans la façon d'expliquer aux gens l'importance du lien entre l'association de personnes et l'entreprise, parce que l'éducation coopérative, c'est quelque chose qui est toujours à recommencer. Les gens qui sont membres aujourd'hui d'une coopérative, peu importe c'est laquelle, bien, c'est les gens aujourd'hui. Demain, il y en a quelques-uns qui vont quitter le bateau, puis il y en a d'autres qui vont rentrer. Puis dans 10 ans, les gens qui sont dans le bateau aujourd'hui, il n'y en aura plus un, puis il va y en avoir plein d'autres dans 10 ans. Donc, c'est toujours à recommencer, c'est toujours à expliquer, puis il ne faut pas se dire « Ah, c'est plate, je suis toujours en train de redire la même affaire ». C'est normal qu'on soit toujours en train de redire la même chose parce que les gens changent, puis que pour que le bateau, qui est la coopérative dont on parle, peu importe c'est laquelle, pour que le bateau continue, puis qu'il y ait des activités pérennes, bien, il faut qu'il y ait une transmission de tout ça. Et les outils qui sont mis en place chez AgroPur, il est souhaité que ça permette ça chez AgroPur. Chaque coopérative a sa recette, a ses façons de faire, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais en ayant ça à l'esprit, que c'est important de faire la transmission puis d'avoir les outils qui sont propres à chaque coopérative, bien ça, c'est gagnant. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Mme Bédard. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation de notre 3e et dernière conférencière. Je vais en même temps m'amuser, comme je l'ai fait tout à l'heure, à repartir une présentation. Et là, je devrais être revenu à mes habitudes de PowerPoint. Donc, elle a travaillé plus de 30 ans dans le réseau coopératif agricole du Québec. Jusqu'à son départ en novembre 2021, elle occupait le poste de directrice des affaires coopératives chez Solio Groupe Coopératif. Tout au long de sa carrière, elle s'est jointe à de nombreux conseils dont elle a aussi assumé la présidence, notamment ceux de l'Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire, de l'Association des éducateurs coopératifs et de l'Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et mutuelles de l'Université de Sherbrooke. Récipiendaire de nombreux prix pour ses billets dans le magazine Coopérateur et son engagement dans le milieu, elle a aussi été décorée du mérite Suco-Dévi d'intercoopération en 2020. Aujourd'hui, elle travaille à temps partiel afin de rester en lien avec le monde agricole et coopératif auquel elle est très attachée. Mesdames et messieurs, Mme Colette Lebel. Oui, c'est correct. C'est bon? Oui. Parfait. C'est lequel? Celui à droite. OK. Bon, alors, bonjour tout le monde. Très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je refuse jamais des occasions de parler de coopération et d'éducation coopérative. Ça me passionne. Et j'écoutais André tantôt dire que la coopération, ça partait du cœur. Puis j'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec le fait que Lorraine et moi, on a fait plus de 30 ans chacun chez notre employeur coopératif. Et ça, à mon avis, c'est un signe. Là, on n'est pas les seuls. C'est un monde qui s'est serré, la coopération, et les gens restent longtemps. Et c'est justement parce que peut-être ça part du cœur. Ça vient nous toucher en autant qu'on a accès à l'éducation coopérative puis qu'on le comprend bien. Une fois que c'est compris, on se dit, ça donne du sens. Ça donne du sens. On y croit. Ça vient nous chercher dans nos tripes. Et moi, je pense que si une coopérative investit dans l'éducation coopérative de ses employés, il faut aussi aller auprès des membres et partout, mais auprès des employés, bien, ça facilite la rétention certainement et ça devient un avantage compétitif pour une coopérative. Donc, moi, je vais vous parler de l'éducation coopérative chez Solio Groupe Coopératif. Je vais vous dire comment on abordait
l'éducation coopérative lorsque j'y étais, le temps que j'y étais là, parce que ça aussi, c'est dynamique, ça répond à des besoins et les besoins évoluent. Donc, j'ai essayé de regrouper ça par tranches de décennies pour vous dire quels ont été les éléments marquants là, dans chacune des décennies. Alors, d'abord, je vous présente en une diapo là, Solio Groupe Coopératif qu'on appelait la Coop Fédérée. Et je vous dis tout de suite que je vais dire, un peu comme Lorraine a fait tantôt, je vais dire « nous » en parlant de la Coop Fédérée ou de Solio parce qu'on l'a tatoué au cœur et puis on a un grand sentiment d'appartenance. Donc, Solio Groupe Coopératif et AgroPure sont différentes dans le sens que chez AgroPure, c'est un membership direct. Les producteurs agricoles sont membres directs chez AgroPure, mais nous, on est une fédération. Donc ça change un peu la dynamique. Cependant, je vous l'accorde, on a été chanceuse parce que moi, je dis souvent, les agriculteurs, ils ont la solidarité facile. C'est un monde qui se connaît bien, qui se tient, qui ont une grande tradition d'entraide, hein, les agriculteurs. Donc, ça a été assez facile. Moi, je dis que c'est dans la psyché des agriculteurs que d'être solidaire. Et la coopération, ça repose sur la solidarité. Donc, on a bénéficié d'un membership homogène. Ça facilite les choses, c'est sûr. Donc, Solio Groupe Coopératif, c'est 120 000 membres coopérateurs et coopératrices qui sont répartis dans nos différentes coopératives. Alors, on a 25 coopératives agricoles traditionnelles. Pourquoi dit-on traditionnelles? C'est pour les différencier d'avec les autres nouvelles coopératives agricoles qui ont été formées depuis les années 80. Donc, les traditionnelles, ce sont celles qu'on connaît bien, là, avec meunerie, quincaillerie, ils vendent de l'engrais et tout ça. Alors que celles qu'on appelle les nouvelles, c'est souvent les CUMA, qui sont des coopératives d'utilisation de machines agricoles. Donc, ça, ce n'est pas des coopératives à qui on vend des intrants. C'est simplement des coopératives qui partagent, des producteurs agricoles qui partagent une machinerie, une grosse machinerie, qui ne veulent pas se payer tout seuls. Alors, ils l'achètent ensemble et ils se la partagent. Donc, ce n'est pas tout à fait la même dynamique, mais ça a beaucoup changé, le portrait, depuis que je suis entrée dans les années 90 à la Coop Fédérée. Des coops traditionnelles, on en avait 70 à 80. Là. Donc, on voit là, pendant ces décennies-là toute la consolidation qu'il y a eu dans les coops agricoles traditionnelles. Et j'en reparlerai tantôt, ça amène une problématique particulière. Il y a 22 coopératives de consommation aussi. Vous allez peut-être dire, voyons, comment ça se fait, coopératives de consommation? Encore là, c'est un historique. C'était des coopératives agricoles au tout début et elles ont laissé tomber le volet agricole et se sont concentrées sur la consommation. Donc, ce sont des petites épiceries qui sont également membres à la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Donc, c'est ça, notre membership. En termes d'employés, c'est 15 850 employés. Chiffre d'affaires semblable à AgroPure. Nous, on a 3 grandes divisions. Solio Agriculture, qui est vraiment la division qui vend des intrants aux producteurs agricoles. Olimel, qui transforme et exporte leurs produits. Et Groupe BMR avec les quincailleries. Et bien, nous sommes une fédération coopérative centenaire. Donc, centenaire, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de générations qui ont passé à travers la Coop Fédérée. Et si, au tout début, on avait des employés qu'on appelait les propagandistes, qui faisaient l'éducation coopérative sur les perrons d'église avec le clergé, bien, ça s'était un petit peu perdu, je dirais, dans le temps. Et à un moment donné, les élus, le conseil d'administration se sont rendus compte que, finalement, la relève agricole considérait nos coopératives comme des dépanneurs un peu ou comme n'importe quel autre compétiteur. Donc, on avait perdu un petit peu là, le sens là, de ce que c'est qu'une coopérative. Alors, ça veut dire qu'il y a eu, dans les années 90, au moment où je suis arrivée, un désir de revenir aux sources et de retrouver les fondements de la coopération. Et c'est là qu'un premier poste dédié exclusivement à l'éducation coopérative a été créé. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être celle qui l'a occupé. Donc, ce qu'on a fait au cours de cette première décennie-là, on a commencé avec les élus. Il y avait 300-400 administrateurs, administratrices dans les conseils d'administration de nos coopératives membres. Alors, auprès d'eux, on a fait une grande tournée pour faire un diagnostic de la vie associative. Alors, on leur demandait, c'est quoi pour vous une vie associative qui serait riche, satisfaisante, qui serait saine? C'est quoi le sentiment d'appartenance? Comment ça s'exprime? Et ensuite, on leur a demandé, maintenant que vous avez dit ça, comment évaluez-vous chez vous la situation?
Est-ce qu'elle est riche, votre vie associative? Et bien sûr, vous comprenez qu'il y avait un écart. Hein? Il y avait presque toujours un écart. Et donc là, ça a été l'occasion de réfléchir à comment on peut améliorer la situation. Et c'est là qu'on a instauré de nouveaux points de contact qui n'étaient pas là. C'est important, les points de contact, parce que la coopération reposant sur la solidarité, ça va bien d'être solidaire avec des gens qu'on aime bien, qu'on connaît, avec qui on a du fun, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas à l'autre bout de la province, c'est moins évident. Donc, la vie associative, elle sert à mettre de l'huile dans tout ça et à faire en sorte qu'on a le goût de coopérer. Également, on a lancé un programme de formation complet pour nos élus. Alors, on a regardé c'est quoi les compétences que ça prend pour être un bon administrateur, et on a fait correspondre à ces compétences-là des formations. Et on s'est assuré que ces formations-là, lorsqu'elles n'étaient pas données par des gens de l'interne, puis qu'on faisait affaire avec des consultants, bien, qu'il y avait un contenu coop quand même. C'était pas juste du copier-coller, ça. On prenait ça très au sérieux. D'ailleurs, on avait un comité de suivi qui était présidé par un administrateur et auquel se joignait le président du comité des directeurs généraux de nos coopératives. Et donc, ces gens-là, ils rencontraient avec nous les formateurs avant même qu'elles soient données les formations. Ils rencontraient les formateurs, ils servaient de groupe pilote aussi lorsqu'on lançait un nouveau cours. Donc, c'était vraiment suivi de près. Et il y avait un système de reconnaissance aussi qui fait qu'on jouait un peu sur la pression par les pairs. C'est-à-dire qu'on avait des petites épinglettes, puis il y avait un nombre d'étoiles selon les formations qu'on avait suivies. Donc, dans les rencontres, c'était visible, là. Si j'avais juste une étoile, c'était un peu gênant. Alors, voilà, c'est comme ça. Finalement, ça a bien fonctionné. Là, on a peut-être passé l'idée des épinglettes, mais je vous dirais qu'il y avait 2/3 des élus qui étaient actifs là, dans ce programme de formation-là. Et c'était des formations d'une journée complète. C'était quand même costaud, là, en présentiel, une journée complète, chacun des cours. Alors, auprès des employés maintenant, on s'est dit les employés, c'est les premiers qui sont au front, c'est eux qui sont en contact, il faut aussi les outiller. Alors, on a développé une formation d'une journée encore qui est obligatoire pour tous les employés. Tous les nouveaux employés, maintenant, ça fait partie de leur programme d'intégration, d'assister à cette journée-là de formation coopérative. Ça, c'est pour nos employés. J'ai encore dit non, hein, vous voyez. Et pour les employés de nos coopératives, parce que ça aussi, c'était important, comme fédération, il fallait qu'on assume ce leadership-là. Alors, on a dit, pour assurer que les gens vont être intéressés à venir, on a modulé les frais d'inscription. Donc, nous, on avait nos petites coopératives, nos moyennes coopératives et nos grandes. Alors, on modulait les coûts d'inscription pour que même les petites coopératives puissent se prévaloir de cette éducation coopérative. Et là, finalement, on a entendu parler de la pédagogie coopérative. La pédagogie coopérative, ça n'a pas rapport vraiment au mouvement coopératif, là, mais c'est une pédagogie qui s'est développée. Ça avait commencé en Californie, mais c'est une pédagogie, c'est la pédagogie qui est très, très utilisée en Finlande. Et vous savez qu'en Finlande, ils ont un système d'éducation qui est renommé. Donc, on s'est intéressé à ça, on est allé se former et on a commencé à l'implanter dans nos formations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi au juste la pédagogie coopérative? C'est une pédagogie qui vise à développer les habiletés coopératives. Donc, en plus de la théorie, on s'est dit, on va aussi aller dans le savoir-être dans nos formations. On va transmettre du contenu, mais la façon de le faire, ce sera une façon coopérative. Donc, en pédagogie coopérative, on est toujours en petits groupes, on brise les statuts, que tu sois président ou que tu sois un employé de bureau, ça ne change rien. Chacun a un rôle qui est distribué aléatoirement, ce qui refraine les leaders qui prennent trop d'espace et ce qui donne de l'espace à ceux qui n'en prennent pas assez. Bref, il y a une série de structures comme ça qui font qu'on développe ces habiletés d'écoute, de dialogue et d'entraide aussi parce que les résultats sont collectifs dans la petite équipe. On dépersonnalise les contributions de chacun en créant un climat de sécurité. Bref, il y a toutes sortes de stratégies qui visent à développer les habiletés coopératives et en l'implantant, les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, bien, on s'est dit, pourquoi qu'on n'irait pas auprès des membres, là, le producteur agricole. Mais vous savez, nos coopératives sont bien jalouses du lien privilégié qu'elles ont avec leurs membres. Alors, comme fédération, c'était un petit peu délicat d'aller directement
aux membres, parler aux membres. Donc, on y a été, mais à travers le Coopérateur, qui est notre magazine de corporatif, si on peut dire. Alors, on s'est assuré d'avoir toujours, à chaque parution, un contenu d'éducation coopérative. Et également, on encourageait nos coopératives à nous demander pendant leur assemblée générale pour aller faire des petites conférences coopératives. Donc, ça, c'était auprès des membres. Et on était plein de pep. On a même été là, à l'université, les ITA, où on formait les nouveaux, les futurs agriculteurs et les futurs agronomes. Et bien sûr, là, quand on allait là, on n'allait pas vanter les produits coop, sinon il n'aurait pas voulu, il aurait dit il va falloir qu'on fasse venir Suregain et Purina. Non, on allait là pour parler de Desjardins, pour parler d'AgroPure, pour parler des coops d'habitation. C'était vraiment un cours coop 101 et ça a été très bienvenu, ça a porté. Donc, on avait quand même un bon engouement dans ces années-là, 90. Arrive année 2000. Là, le conseil d'administration dit « Wow, c'est le fun, on en veut encore plus, on veut vraiment positionner la Coop fédérée comme une vraie coopérative authentique. » Et là, c'était dans l'air du temps beaucoup parce qu'on parlait de plus en plus de coopération parce que l'Alliance coopérative internationale venait de réviser les valeurs et les principes, venait de sortir cette fameuse déclaration sur l'identité coopérative. Donc, la déclaration sur l'identité coopérative, mes collègues tantôt en ont parlé, il y a une définition. Il y a des valeurs et il y a des principes. Les valeurs, c'est un peu abstrait. C'est pas si facile que ça, aller faire d'éducation aux valeurs. Mais les principes, il y a une grosse différence entre les valeurs et les principes. Les valeurs, c'est des idéaux un peu, c'est ce qui nous tire vers le haut. Mais les principes, c'est ce qui nous ramène bien ancrés, là, parce que les principes, c'est des façons de faire. C'est des façons de fonctionner. Ça nous indique comment on doit gérer ça, comment ça doit fonctionner dans la coopérative. Donc, on a commencé par s'attaquer aux principes. On s'est dit, si on faisait à tous les ans, dans notre rapport annuel, une reddition de compte sur les principes coopératifs, comment on les vit, nos principes coopératifs, peut-être que ce serait une bonne façon de se positionner vraiment coop. Alors, c'est ce qu'on a fait à partir de ces années-là. Et ça a été un exercice qui a été au-delà de nos attentes. Qu'est-ce qu'on disait là-dedans? Alors, par exemple, adhésion volontaire et ouverte à tous. Bien là, on s'est mis un petit peu plus à montrer l'évolution du membership, mais à le ventiler. Et ça a l'air de rien, mais ça a créé tout un choc parce que nos producteurs agricoles ont appris que dans le réseau des coopératives agricoles, il y avait plus de consommateurs que de producteurs agricoles. Une réalité dont ils n'étaient pas conscients. Donc, ça a été vraiment utile à cet égard-là. Ensuite, le deuxième principe, pouvoir démocratique exercé par les membres. Là, on s'est mis à dire, tiens, on va suivre la participation des délégués. Est-ce qu'ils viennent, les délégués? Ils ont le droit de parole, ils s'en servent-tu? Ils viennent-tu voter à nos assemblées? Donc, on a suivi ça d'année en année. Et ça allait assez bien, 75 74 À un moment donné, c'est descendu à 64 Bien, ça, là, le conseil a réagi. Il a dit, là, il se passe quelque chose, on va aller voir ce qui se passe. Ils sont allés vraiment consulter. Donc, c'est des indicateurs qui sont fort intéressants à suivre. Participation économique des membres. Ici, ce qu'on mettait là-dedans, c'est quelques ratios. Par exemple, le ratio de l'avoir des membres sur l'actif total. Parce que, bien sûr, on a la réserve qu'on suit. Mais la réserve, c'est collectif, ça appartient en propre à la coopérative. Il était intéressant de regarder l'avoir des membres parce qu'on sait que ça, c'est des parts qui vont être rachetées à un moment donné. Elles appartiennent en propre à chacun des membres. Donc, on regardait quelle était la proportion que les membres laissaient là à la coopérative. Autonomie et indépendance. Bon, ici, au tout début, pour illustrer que nous étions autonomes et indépendants, on rajoutait la phrase que, bon, bien sûr, la Coop fédérée faisait des partenariats avec d'autres, mais quand ce n'était pas des partenaires coopératifs, qu'on s'assurait de garder 50 au moins de contrôle. C'était notre façon de l'exprimer. Je vous avoue qu'au fil des ans, il a fallu pour être honnête, il a fallu qu'on enlève le 50 et qu'on dise simplement qu'on s'assurait de garder des ratios financiers prudents et qu'on avait des pratiques de bonne gouvernance, et on les nommait. Alors, c'était comme ça qu'on faisait notre reddition de compte. Sur l'éducation, formation et information, ici, on donnait le montant qu'on investissait en éducation. Ça aussi, c'est un indicateur qui est intéressant à suivre. Coopération entre les coopératives. On se pétait les bretelles des autres institutions coopératives avec lesquelles on fait affaire.
Et le dernier engagement dans le milieu, bien, c'était nos dons et commandites, mais depuis quelques années, on fait aussi rapport là-dedans sur les objectifs de développement durable qu'on a ciblés parmi ceux de l'ONU. Là. Il y en a quelques-uns qu'on a ciblés comme étant plus pertinents pour nous, mais on fait rapport dans ce principe-là. Donc, ça a été vraiment utile pour des prises de conscience, mais en même temps, le meilleur, c'est que ça fait œuvre d'éducation coopérative, parce que c'est dans notre rapport annuel. Alors, ceux qui regardent notre rapport annuel, là, qu'ils soient coopérateurs ou pas, ils tombent là-dessus, là, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Et là, bien, on se trouve à faire leur éducation coopérative malgré eux. Voilà. Alors, si je change de décennie, année 2010, on n'est pas loin de l'année internationale des coopératives en 2012. Alors là, parce que c'est souvent sous l'impulsion des présidents. Hein, on a eu des présidents forts qui ont pris du leadership. Là, le président, il dit, là, en 2012, on se met sous les projecteurs, on dit, waouh, c'est beau les coopératives, on se met en valeur. Assurons-nous qu'on est correct, puis que c'est beau chez nous, puis que c'est tel qu'on le dit. Alors, on a embauché une firme externe pour venir à l'intérieur, puis faire des entrevues avec autant les hauts gestionnaires que les commis, là, de toutes les strates hiérarchiques, pour essayer de voir le message passe-tu, les valeurs sont-tu véhiculées, etc. Et le diagnostic qu'ils ont fait, c'était mitigé. Ils ont dit, vous avez une culture humaniste. Voilà, on était contents. Mais ils ont dit, sur le plan de vos outils, vous êtes brouillons. Et c'est vrai qu'on était brouillons. On avait 3 kits de valeurs. On avait les valeurs coopératives. Dans nos cours, on en parlait, on en faisait la promotion. Mais les gestionnaires aussi avaient des valeurs de gestion. Puis sur notre site Web, il y avait comme un autre... En tout cas, c'était un petit peu le fouillis. Alors là, on a dit, on va mettre de l'ordre là-dedans. Et le conseil d'administration a eu la présence d'esprit de dire, là, il faut être cohérent. On vient l'Alliance coopérative internationale vient de réviser tout ça. Il y a des valeurs coopératives, il y en a une 12aine qui sont nommées. Si on n'est pas capable de se retrouver là-dedans, on a un problème. Alors là, ils ont vraiment insisté pour que la redéfinition de nos valeurs, qu'on utilise le même vocabulaire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas refléter les valeurs réelles dans l'entreprise. Par exemple, il y a une valeur qu'on avait qui était le respect, auquel les gens tenaient énormément. Bien, c'est quand même facile d'aller prendre une valeur, parce qu'avec les valeurs qu'on a choisies, seulement 4 en passant, il ne faut pas trop en choisir, on avait un petit paragraphe pour expliquer ce qu'on voulait dire par là. Alors là, c'est facile de venir intégrer les valeurs auxquelles on tient, parce que les valeurs coopératives, là, c'est des valeurs universelles. On est capable de rattacher des choses un petit peu plus particulières à ces valeurs-là. Il suffit de faire un petit exercice. Et je pense que ça en vaut le coup parce que c'est tellement plus cohérent pour les gens qui nous regardent. Quand on dit on est coopératif, puis il y a des valeurs coopératives, mais nous, nos valeurs, c'est ça. Bien, si ça ne se rencontre pas quelque part, ça manque de cohérence. Donc, on a clarifié nos valeurs en s'alignant sur l'ACI. Également, on a unifié le cadre. On avait un code d'éthique pour les administrateurs. On avait un code de conduite pour les employés. On avait des trucs de déontologie. Alors, on a fait un seul document qu'on a appelé l'Alliance. Et ce document-là était basé sur la réciprocité. Réciprocité de la coop fédérée envers ses employés, mais c'est-à-dire engagement de la coop fédérée envers ses employés, mais engagement des employés envers la coop fédérée aussi. Et engagement des administrateurs à l'égard de la coop fédérée et engagement de la coop fédérée à l'égard des administrateurs. Donc, réciprocité des deux bords, un seul document qui englobe tout, autant l'éthique avec un petit guide de réflexion pour nos dilemmes éthiques parfois, que certaines balises déontologiques. Donc, unification. Et en même temps, pour les employés, ça leur faisait un petit velours de savoir qu'ils étaient régis par le même document que le conseil d'administration. Communauté d'apprentissage en éthique organisationnelle. Pendant 3 ans, on a invité les employés qui étaient intéressés, peu importe leur niveau hiérarchique, qui étaient intéressés à se joindre à une communauté d'apprentissage en éthique. Ça demandait seulement une heure par mois de réunion, mais quelques lectures à faire. Et là, ce qu'on faisait, d'abord, on les faisait réfléchir à leurs propres valeurs personnelles. Pouvez-vous les identifier, vos valeurs personnelles? Dans quelle mesure correspondent-elles aux valeurs coopératives? Ensuite, on avait des études de cas. Qu'est-ce qu'on faisait à part ça? Initiation au dialogue aussi, quelques notions de dialogue qui est très différent du débat, n'est-ce pas?
Et on est même allé aussi loin que faire des recommandations. Vraiment, le chef de la direction était très, très, très ouvert parce qu'il nous a permis de réfléchir puis de leur faire des recommandations. Une recommandation qui a été super intéressante, les employés disaient, on aimerait ça que dans les discours, dans les messages du chef de la direction puis du président, que les décisions soient mises en lien avec nos valeurs. Ça rend encore plus concret et crédible l'incarnation des valeurs dans nos décisions. Alors, voilà, ça, c'était la communauté d'apprentissage et ça a permis en même temps le déploiement d'outils de sensibilisation et la communauté d'apprentissage a servi au déploiement de ces outils-là. On faisait des midi-conférences, c'était organisé par la communauté d'apprentissage, on avait fait venir René Villemur, bref, on avait fait aussi des petites capsules vidéo pour illustrer chacune de nos valeurs. Donc, ça avait vraiment été une belle expérience. Maintenant, prochaine décennie, grande consolidation dans notre réseau. Je vous l'ai dit, on était comme 75 coopératives agricoles traditionnelles et puis maintenant plus que 25. Donc, les coopératives ont énormément grandi et la fusion du nombre de coopératives et la fusion des coopératives et la réduction du nombre d'élus, ça nous posait un enjeu. D'abord, diminution du nombre de participants aux activités et surtout à notre Assemblée générale. On se disait, Caroline, on va-tu se mettre à faire nos assemblées générales dans les sous-sols d'église encore comme dans le temps? Parce que là, il n'y avait plus beaucoup de coopératives, donc plus beaucoup d'élus non plus. Et en même temps, bien, des territoires plus grands qui pouvaient créer un certain désintéressement des membres à l'égard de leur coopérative. Donc, c'est là qu'a été institué le programme des ambassadeurs, basé sur le nombre de Dunbar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Robin Dunbar, qui est un anthropologue britannique, qui, lui, avait étudié les animaux sociaux. Et il avait établi un lien entre la taille du néocortex et la taille du groupe. Et en faisant des projections sur l'humain, il arrivait au chiffre 150. Alors lui, sa théorie, c'est que pour qu'un groupe puisse avoir des liens satisfaisants, se connaître, se reconnaître, avoir du plaisir et tout ça, 150, c'est pas mal la limite. Au-delà de ça, on perd de la confiance et il faut mettre en place des mécanismes artificielle pour maintenir un peu de cohésion. Et c'est beaucoup ce qu'Agropur a fait avec ses animateurs. Et le programme d'ambassadeurs ressemble, je ne vous le présenterai pas, parce que ça ressemble vraiment beaucoup au programme des animateurs. Donc, en somme, il s'agit d'assurer une vie associative dynamique au sein du réseau pour maintenir la proximité, la fameuse proximité. Pourquoi est-ce si important? Alors, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits là-dessus. Moi, j'avais pris celui-là de 2015. Alors, on dit que les membres ont de moins en moins d'informations qu'ils jugent pertinentes. Alors, ils ne suivent plus leur coop, puis ils s'en désintéressent quand on s'éloigne. Le capital de confiance, bien sûr, diminue. La fierté s'en va. La démocratie s'affaiblit. Le free riding, j'ai regardé ce matin, c'est quoi la traduction, là? Ils disent parasitisme. En tout cas, free riding, c'est quand on profite des bienfaits, mais on ne contribue pas. Hein, c'est ça. Alors ça augmente. Et finalement, la coop perd son positionnement stratégique dans la chaîne de valeur et c'est une cascade d'événements qui mène parfois à la démutualisation. Alors, la responsabilité des élus dans ce contexte-là est vraiment très, très grande. D'ailleurs, la loi sur les coopératives le prévoit dans les devoirs des membres. L'article 90 dit que le conseil d'administration doit encourager la formation en matière de coopération des membres, des administrateurs, des dirigeants et des employés et favoriser l'information du public sur la nature et les avantages. Donc, c'est carrément un devoir des administrateurs que de faire l'éducation coopérative. C'est important de l'inclure à la stratégie d'affaires. L'éducation coopérative, ce n'est pas une petite case qu'on coche, là, OK, on embauche quelqu'un, puis voilà, c'est fait. Non, non, il faut que ce soit jusqu'en haut, que ce soit intégré dès le développement de la stratégie d'affaires. Il faut que ce soit intégré dans les communications aussi, en utilisant un vocabulaire qui correspond au mouvement coopératif. Hein? On a des membres dans les coopératives. Alors, essayons d'utiliser membres à toutes les fois que c'est possible. Là. Sinon, ils vont se comporter, nos membres, comme des simples clients, si on les appelle des clients.
et une vigilance par rapport à l'isomorphisme. L'isomorphisme est apparu dans la littérature en 83, DiMaggio et Powell, 2 auteurs, qui avaient remarqué, pas dans le monde des coopératives, là, dans le monde des affaires en général, ils avaient remarqué que les entreprises, plus elles prennent de la croissance, plus elles tendent à imiter le modèle dominant. Alors, c'est embêtant pour les coopératives, parce qu'on sait qu'on n'est pas le modèle dominant. Donc, il faut faire attention. Eux, ils attribuaient l'isomorphisme à 3 sources de pression, tant interne qu'externe. La première étant les hauts gestionnaires, qui sont formés dans des écoles de gestion où on ne parle pas de coopération. Ensuite, les consultants. Les consultants qui, eux, ont une banque de cas et d'expérience, mais qui s'adressent au modèle dominant. Donc, quand ils montent dans une coopérative, c'est la même chose qui servent encore. C'est peut-être pas adapté aux coopératives. Et le gouvernement aussi, qui, par ses programmes et tout ça, avec les cadres et les petits carreaux qu'il faut remplir, bien, des fois, il fait une pression pour qu'on fasse comme les autres types d'entreprises. Donc, c'est à faire attention et c'est une responsabilité des élus d'avoir une vigilance là-dessus. Je fais le lien ici avec le cycle de vie normal d'une coopérative. Alors, on voit qu'au tout début, quand on fonde la coopérative, il y a beaucoup d'idéalisme et les gens sont engagés, c'est une démocratie directe. Et là, quand on se développe, bien là, on commence à mettre en place l'organisation, les employés, consolidation économique. On grossit, bien là, on est rendu trop gros pour avoir une démocratie directe. Donc là, on a des délégués, des démocraties représentatives. On observe la montée du pouvoir managérial au détriment des élus. Il y a une prise en compte toujours plus grande des valeurs du marché. On continue à grossir. Au stade 4, là, c'est la logique économique qui commence à être vraiment dominante et le contrôle est entre les mains du management. Et là, c'est là que ça passe sous sa casse. Donc, c'est là qu'on peut sombrer dans l'isomorphisme et si rien n'est fait, bien, ça peut aller vers la démutualisation. Mais il peut y avoir régénération et là, c'est là qui nous mène au stade 5 où on reconnaît le déclin démocratique et où on se revitalise avec les valeurs et les principes coopératifs. Et je la trouve intéressante, cette diapo-là, parce que avec le recul, j'ai l'impression que quand je suis arrivée à la Fédérée en 90, c'était un peu rendu là et ils ont donné un second tour, un autre, je ne sais pas si c'est un second, il y en a peut-être eu plus, mais ils ont donné un cours de bord pour se redonner une cure de jouvence coopérative. Ça, c'est de la théorie. C'est sûr qu'en pratique, c'est pas un long fleuve tranquille, cette saine tension-là. Autant André que Lorraine en ont parlé de la tension qu'il y a entre la logique qui est une logique entrepreneuriale, puisqu'il y a une entreprise à faire vivre, mais notre logique associative, qui est notre raison d'être aussi. Et moi, au cours des 30 quelques années, à la Coop Fédérée, j'ai bien vu certains moments où on était plus dans l'économique, puis où là, il y avait comme un reset, là, puis là, on était plus dans l'associatif, puis c'est pas une ligne droite, c'est pas un long fleuve tranquille, puis c'est correct comme ça, c'est des humains. Mais l'important, c'est de ne pas perdre de vue qu'à la fin, ça prend l'équilibre entre les deux, il faut revenir quand on s'éloigne trop. Alors, je laisse le mot de la fin à un observateur externe. Nous, on se dit « Ah, c'est beau, la coop », mais c'est encore plus le fun quand c'est quelqu'un de l'externe qui nous le dit. Et ici, c'est Gar Alperovitz qu'on avait fait venir comme conférencier à ACE, ACE qui est l'Association des éducateurs coopératifs. Et lui, il avait dit « Colin, vous êtes le lieu où repose l'expertise pour réaliser les changements qu'il faut faire, mais vous semblez l'ignorer. » Et en 2012, non pas en 2012, mais au sommet sur les coopératives, je me rappelle avoir entendu des gens de l'externe, Attali qui était venu, en tout cas, il y en avait plusieurs, oui, qui nous avaient dit ça. Vous avez tout ce qu'il faut, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Alors, pour moi, c'est clair, nos problèmes aujourd'hui sont globaux. Ils ne pourront pas se résoudre individuellement. Il va falloir travailler ensemble. Alors, l'éducation coopérative, c'est à ça que ça sert. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Non? Merci beaucoup. Malheureusement, on doit mettre fin. Là. On est désolé. On a quelques petites annonces à faire. Vous pourrez continuer les conversations à l'extérieur. On vous a remis un petit coupon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Je ne m'entends pas. 2 petites annonces. Le 26-27 mai, c'est le congrès au Centre des congrès. C'est le congrès de l'association à Lévis. Guy Cormier va être présent. Ça a été confirmé aujourd'hui. Fait que mettez votre date.
à l'agenda. Le 26, ça va être l'Assemblée générale annuelle. On a changé le forum. Le format, c'est l'Assemblée générale le 26 au soir. Et le 27, c'est la journée pour que les gens, s'ils veulent partir le samedi soir, pourront partir. S'ils veulent coucher après le banquet, le dimanche, il n'y aura pas rien. Ça va être au Centre des congrès de Lévis. Une autre petite annonce, le 9 juin, il y a un forum. On en profite. On vous dit qu'on va parler d'éco-responsabilité. Fait que ça va être ça le sujet. On va essayer d'avoir quelqu'un du mouvement. On a déjà 2 personnes ciblées pour venir se parler d'éco-responsabilité. Je pense que c'est un sujet qui tient à cœur tout le monde. Fait que ça va être le sujet. Vous allez voir les prochaines annonces. On a une problématique de rejoindre tout le monde. On y travaille fort afin que chacun des présidents, vice-présidents reçoive l'invitation. C'est pas parfait. On vous demande encore un peu de patience, mais on travaille fort. Sur ça, je veux remercier nos conférencières et conférenciers. Ça devient compliqué. Est-ce qu'on dit « il »,« elle ». Bon, est-ce qu'on dit... Bon, on vous remercie énormément pour cet après-midi très instructif. Merci d'avoir partagé votre savoir et votre amour de la coopération. Si je peux retenir une chose, c'est que le mouvement coopératif, peu importe sa forme, sa manière, je pense que vous l'avez dit, tous les 3, il est là pour rester longtemps. Et s'il y a quelque chose qu'au Québec qui peut peut-être nous aider plus qu'ailleurs dans le restant du Canada, bien, c'est peut-être notre mouvement Desjardins. Puis maintenant, on a les gens de l'Ontario qui sont avec nous une partie. Fait que moi, c'est le message que je retiens le plus. Merci beaucoup.